Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Fabrice Gabarro, je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches en psychologie sociale ici à l'UBE, dans le laboratoire PsyDREPI. Voilà. Et donc, Alice m'a invité à venir vous parler un petit peu de l'effet des stéréotypes sur les performances et sur le bien-être des personnes qui sont visées par le stéréotype. Donc, je vais essayer tout au long de ma prise de parole, essayer de vous montrer en fait comment les stéréotypes peuvent venir nous influencer. Voilà. Alors, du coup, la conférence tombe bien d'un point de vue de l'actualité, puisqu'il y a à peine une semaine, la ministre de l'Éducation nationale vient de lancer un plan qu'elle appelle le plan Filles et Maths. Et ce plan Filles et Maths va amener, en fait, d'ici quelques années, à imposer des quotas dans les formations scientifiques, en mathématiques, dans les écoles d'ingénieurs, etc. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'explorer comment les stéréotypes, les attentes, les situations d'évaluation peuvent affecter concrètement les performances des filles en sciences. Alors, moi, je suis en psychologie sociale, donc je vais utiliser du jargon. Si jamais il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez lever la main et me demander que je précise à ce moment-là. Si vous avez des questions, par contre, au-delà de points de clarification, on débattra à la fin de ma prise de parole. Voilà, donc je vais commencer par vous définir ce qu'est un stéréotype du point de vue de la psychologie. Un stéréotype, c'est une croyance socialement partagée concernant les attributs spécifiques à un groupe social donné. Donc cette croyance, elle peut prendre la forme, elle peut être incorporée. Un stéréotype, ça peut être, on imagine un docteur, mais on imagine un homme avec une blouse blanche, etc., etc. Ça peut aussi viser des compétences spécifiques. Par exemple, les femmes sont réputées pour ne pas être douées en mathématiques. Aux États-Unis, les Afro-Américains sont réputés pour être moins intelligents que les Blancs. Voilà, donc sous ça, en fait, ça s'appelle des stéréotypes. Je dis bien réputés, ça n'est pas prouvé, et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Dans quelle mesure cette réputation d'infériorité, elle va venir affecter les performances véritablement des personnes qui sont visées par des stéréotypes sur des tâches qui mesurent des capacités. Alors, d'abord, on va passer sur un petit constat. Donc, comme ça a été évoqué, hein, c'est issu du rapport du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a une majorité de femmes à l'université, mais cette majorité de femmes, en fait, il y a une sorte, ce qu'on appelle en psycho, une ségrégation horizontale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les matières des sciences humaines, etc., que ce qu'il y a dans les matières scientifiques. Donc cette majorité de femmes, elle ne se prolonge pas dans les filières scientifiques. Donc, je vous ai mis quelques chiffres issus du rapport, je vous mettrai ma présentation à disposition si vous avez besoin. Et cette inégalité, finalement, de représentation, elle peut poser problème, et un problème moral, un problème éthique, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de femmes dans les disciplines scientifiques, ça amène à une vision très androcentrée, finalement, du domaine de la science. Ce qui peut poser des vrais problèmes de santé publique, des vrais problèmes de sécurité publique. Par exemple, en médecine, les essais cliniques excluent souvent les femmes. Donc il va y avoir beaucoup de patients hommes sur lesquels on va tester des médicaments, moins de patients femmes. Les symptômes, par exemple, de la crise cardiaque chez l'homme sont très connus. Chez la femme, ils sont différents. Ça ressemble plus à une brûlure d'estomac. Et c'est beaucoup moins connu, en fait. Et ça fait qu'il y a des femmes qui passent à côté de crises cardiaques. Ça peut pas forcément des crises importantes, mais qui peuvent passer à côté de crises cardiaques parce qu'elles n'ont pas les symptômes reconnus, qui sont en réalité des symptômes masculins de la crise cardiaque. Les doses de médicaments utilisées en médecine sont souvent calibrées sur le corps d'un homme, en moyenne 70-75 kg. Moi, je fais un peu plus. Il y a des effets secondaires du coup plus fréquents chez les femmes, et les femmes, comme certaines populations issues de minorités, souffrent de stéréotypes en médecine qui font par exemple qu'on va moins prendre la douleur des femmes au sérieux. Il faut en moyenne par exemple 7 ans pour un diagnostic d'endométriose. 7 ans pour qu'on prenne au sérieux finalement des douleurs de l'appareil génital féminin. Je disais, pour cet exemple-là, c'est comme pour certaines autres minorités. En médecine, par exemple, il y a quelque chose qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Si vous venez du pourtour de la Méditerranée, on va moins prendre vos symptômes, vos descriptions de symptômes au sérieux, parce qu'on va avoir tendance à croire que vous
surjouez finalement, vous surestimez la douleur, vous surestimez. Voilà. C'est appris en école de médecine. Le syndrome méditerranéen, les étudiants de médecine l'apprennent. Voilà, donc il y a tout un tas d'éléments comme ça. Je vous invite, si jamais, à lire ce livre-là de Criado Pérez qui s'appelle Femmes invisibles, qui nous montre en quoi invisibiliser les femmes en sciences, ça pose de vrais problèmes. Par exemple, les crash tests qui, pour tester la sécurité des véhicules automobiles, utilisent des mannequins de corpulence masculine, et ça crée un risque augmenté en fait, de blessures en cas d'accident pour les femmes, pour les enfants, etc. Donc ne pas avoir de point de vue féminin dans les sciences, c'est un vrai problème de santé et de sécurité publique. Ce n'est pas juste une question d'éthique, une question d'égalité, etc. Alors, si on veut aller du côté de l'éthique, de la morale, peut-être que vous connaissez ce qui s'appelle l'effet Mathilda. C'est-à-dire qu'il y a des femmes en sciences, il y a des femmes qui ont produit de grandes avancées scientifiques, mais elles sont souvent invisibilisées. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple de Rosalind Franklin, dont les travaux en photographie ont permis de mettre en évidence une photo à rayon X qui s'appelle le cliché 21, qui a permis à Watson et Crick de découvrir la structure de l'ADN. Et quand il a fallu donner un prix Nobel aux scientifiques qui ont permis la découverte de la structure de l'ADN, on l'a donné à Watson et Crick, on a oublié Rosalind Franklin sur le chemin. Et ce n'est pas le seul cas. Lisa Meitner a théorisé la fission nucléaire, mais c'est Otto Hahn qui a reçu le prix Nobel. Il y a aussi le cas assez connu des femmes de l'ENIAC, qui sont, donc je vous ai mis les noms ici, qui sont les femmes qui ont programmé le premier ordinateur, que l'histoire a oublié. Aujourd'hui, l'informatique est considérée comme une discipline masculine, mais à l'origine, c'était les femmes qui faisaient la programmation. Il y a un film là-dessus, notamment sur des femmes noires, qui s'appelle Les femmes de l'ombre, qui montre comment des femmes noires ont fait les calculs qui ont permis d'envoyer la mission Apollo dans l'espace. Puis, dernier exemple que je vous ai mis là, c'est Joséphine Burnell, qui a découvert l'existence des pulsars. Et le prix Nobel de physique a été attribué à son directeur de thèse et pas à elle. Donc tout ça, c'est la façon dont la société, quelque part, il y a plein d'exemples dans le livre de Criado Pérez, il y a plein d'exemples de toute façon si vous cherchez un petit peu sur Internet. C'est la façon dont finalement la société va invisibiliser les apports des femmes en sciences. C'est ce qui s'appelle l'effet Mathilda, en opposition à l'effet Mathieu. Alors comment on peut expliquer de manière un peu naïve la moindre présence des femmes dans les disciplines scientifiques? Alors on va souvent voir confronter deux types d'approches, des approches que je vais appeler essentialistes ou naturalistes, qui supposent que ces écarts reflètent de différences naturelles ou biologiques en termes de capacité ou encore de préférences individuelles. Les femmes choisissent moins les carrières scientifiques, en supposant qu'elles sont libres de choisir, elles choisissent moins les carrières scientifiques que les hommes. On va les opposer dans les sciences humaines à des approches plutôt structuralistes, celles qui vont mettre l'accent justement sur les conditions de choix. C'est-à-dire, est-ce que le choix est véritablement libre ou est-ce que le choix est plus ou moins explicitement orienté par la société, etc. Alors c'est très difficile de distinguer les deux, c'est ce que je vais essayer de développer en fait aujourd'hui. C'est très difficile de distinguer les deux parce que même en psychologie cognitive, par exemple, vous avez tout un tas d'études qui visent à montrer qu'il y a des différences de sexe, donc des différences biologiques entre les hommes et les femmes sur tout un tas de capacités cognitives. Que je vais détailler ici, c'est les capacités visuospatiales, donc l'orientation dans l'espace, etc. Vous savez, il y a des bouquins de vulgarisation qui s'appellent « Pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes et les hommes ne pleurent jamais », qui appuient beaucoup sur ces stéréotypes et qui essayent de donner une validité scientifique à ce genre de stéréotypes. Donc ça existe encore. Hein. Dans la littérature en psychologie, il y a encore des études qui visent à montrer que les femmes sont moins bonnes pour s'orienter dans l'espace. Mais c'est très difficile, quand on s'intéresse à ces questions-là, de distinguer ce qui relève de la biologie et de distinguer ce qui relève de l'éducation, la société, les stéréotypes, etc. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là que j'ai orienté ma présentation aujourd'hui. Il faut que je respire. Voilà. Donc est-ce que, finalement, si les femmes sont moins représentées dans les filières scientifiques, est-ce que c'est une question de capacité? Est-ce que c'est une question de choix? Ou est-ce que c'est parce que la société
ne leur montre pas finalement la voie dans ce sens-là. Donc l'influence des stéréotypes, l'influence du contexte dans lequel on va être évalué, etc. etc. C'est ça dont on va discuter aujourd'hui. Alors est-ce que c'est une différence de capacité? Comme je vous l'ai dit, il y a encore des recherches aujourd'hui qui essayent de montrer que c'est le cas, des fois de manière très discutable scientifiquement. Je me rappelle, quelques années, j'ai un collègue qui a mis sur Facebook un lien vers un article de Slate qui titrait « Ça y est, c'est prouvé, les femmes sont biologiquement moins douées pour les tâches d'orientation spatiale que les hommes ». Donc je lis l'article de Slate, effectivement, c'est très essentialiste en fait dans la façon dont c'est présenté. Puis en allant regarder l'article original, j'aime bien raconter cette histoire à mes étudiants, en allant regarder l'article original, je regarde la méthode, et qu'est-ce que je vois? Il n'y a pas d'hommes dans l'échantillon. Il n'y a que des femmes. Comment est-ce qu'on arrive à prouver que les femmes sont moins douées que les hommes sur une tâche si on n'a pas le groupe de comparaison? Première question. Deuxième constat, en fait, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont essayé de regarder s'il y avait une influence du taux de testostérone, une corrélation entre le taux de testostérone et la réussite à une tâche qui devait être une tâche de labyrinthe. Il y a une corrélation qui existe, mais pas avec la performance à la tâche. C'est-à-dire que les femmes avec un faible taux de testostérone, mesuré avec un indicateur qui est très discutable, qui s'appelle le ratio digital, les femmes qui ont un faible taux de testostérone ne réussissent pas moins la tâche que celles qui ont un fort taux de testostérone. Par contre, celles qui ont un fort taux de testostérone ont beaucoup plus confiance dans leur réussite que celles qui ont un faible taux de testostérone. Donc on part d'un article qui montre que la testostérone est liée à la confiance dans la réussite à la tâche, pour lequel il n'y a pas de différence de performance chez les participants, et pour lequel il n'y a même pas d'hommes dans l'échantillon, pour titrer « Les hommes sont meilleurs » ou « Les femmes sont moins bonnes sur des tâches d'orientation spatiale que les hommes ». Donc c'est vraiment pour moi un exemple intéressant de comment la société civile, entre guillemets, va se saisir d'un résultat scientifique et le transformer pour venir appuyer des stéréotypes. Alors, est-ce qu'il y a des différences véritablement de capacité? Alors, il y a plein d'études, par exemple, sur les capacités en mathématiques, des méta-analyses qui montrent que les différences sont négligeables. Donc, avec un indicateur standardisé de taille d'effet qui s'appelle le D de Cohen, il est à moins 0,01, pardon. Le D de Cohen, c'est une différence de moyenne standardisée. Donc, on prend la moyenne des hommes, la moyenne des femmes, on divise par l'écart type, et donc vous avez du coup ces 0,01 écart type de différence entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire très peu. Ah, il fait nuit. Est-ce qu'il y a une différence d'intérêt? Oui. Il y a une différence effectivement d'intérêt. Les hommes ont un intérêt modérément supérieur pour les sciences et pour les maths en particulier que les femmes, toujours d'après une méta-analyse qui a été faite en 2009. Voilà, donc ce n'est pas une question de capacité, c'est peut-être une question de choix. La question derrière qui reste, c'est est-ce que ce choix il est libre ou est-ce qu'il est déterminé? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Est-ce qu'il y a une différence en termes de confiance en soi? Oui, il y a des différences en termes de confiance en soi. Idem, une méta-analyse montre qu'il y a une petite différence, 0,15, sur la confiance en soi. Est-ce qu'il y a une différence en termes de croyances stéréotypiques? Oui, il y a une différence massive en termes de croyances stéréotypiques. Les hommes croient, les garçons croient que les maths sont une discipline masculine plus que les filles. Tout ça, ça va engendrer tout un tas de conséquences, etc. Mais vous voyez la différence entre les hommes et les femmes, pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les disciplines scientifiques, ça ne tient pas beaucoup à la question finalement de différence de capacité. On peut dire que c'est une question de choix, et encore une fois, la question qu'on va se poser derrière, c'est est-ce que ce choix il est libre, ou est-ce qu'il est orienté, est-ce qu'il est déterminé par autre chose? Alors en psychologie sociale, il y a un domaine en particulier qui s'est intéressé, une approche, un domaine, qui s'est intéressé énormément aux différences de groupe sur des tâches cognitives. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Donc c'est devenu le nom d'un domaine. En fait, c'est le nom d'un phénomène. Donc les menaces du stéréotype, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait partie d'un groupe stigmatisé, donc un groupe qui a une réputation négative sur un objet donné. Eh bien, on va, quand on est évalué, finalement, on va craindre en fait de confirmer ce stéréotype négatif, ce qui devrait, dans la théorie de Stille-Aronson, engendrer des interférences cognitives. Et ces interférences cognitives vont taxer les ressources en fait, qui sont disponibles pour résoudre la tâche, notamment les ressources en mémoire de travail. Je vous montrerai tout à l'heure le
le modèle de Schmader, par exemple, qui explique très bien le chemin causal que prend le stéréotype pour venir affecter les performances. Alors, moi, je vais détailler un petit peu 2 expériences en particulier sur ce phénomène de menace du stéréotype. L'expérience Princeps de Steele et Aronson, qui ne portait pas sur les femmes et les mathématiques, mais qui portait sur les personnes de couleur et l'intelligence. Et je détaillerai après sur justement l'application par Spencer et collaborateurs de ce phénomène de menace du stéréotype sur les femmes et les mathématiques. Alors, petite parenthèse sur la menace du stéréotype, depuis 1995, il y a plein de groupes, plein de stéréotypes différents qui ont été testés. Par exemple, la perte de mémoire des personnes âgées avec l'âge. J'ai des collègues, notamment Olivier Desrichard, qui a montré en fait qu'une partie de cette perte de mémoire, elle s'expliquait par le stéréotype que les personnes âgées perdent la mémoire. Et donc, quand on fait faire aux personnes âgées une tâche en leur cachant que c'est une tâche de mémoire, donc Olivier a utilisé une tâche qui s'appelle Running an Errand, donc aller faire des courses, où vous avez une liste de courses que vous devez mémoriser et vous devez pointer sur un plan les magasins différents où vous allez faire vos courses, etc. Quand on présente cette tâche-là comme une tâche de mémoire, les participants âgés réussissent moins bien que quand on présente la même tâche comme une tâche d'orientation. Et quand je dis réussissent moins bien, ils réussissent aussi moins bien que les jeunes qui font la même tâche, alors que quand la tâche elle est présentée comme une tâche d'orientation, ils font quasiment aussi bien que les jeunes qui font cette tâche-là. Ça a été montré aussi, cette menace du stéréotype, sur les hommes blancs et le sport. C'est une étude de Stone et collaborateurs en 1999. On fait faire une tâche de mini-golf aux participants en leur disant soit que ça mesure leurs compétences athlétiques, soit que ça mesure des compétences plutôt cognitives, d'intelligence de jeu ou ce genre de choses. Et en fait, quand ça mesure les compétences athlétiques, les blancs réussissent moins bien que les personnes de couleur, que les afro-américains. Donc on n'est pas protégé, même si on fait partie du groupe dominant, on n'est pas forcément protégé de la menace du stéréotype. Je vais vous présenter les 2 études dont je vous ai parlé, puis après je vous présenterai aussi mes propres travaux sur des tâches justement d'orientation dans l'espace, enfin des tâches visuospatiales. Et puis après on détaillera, on essaiera de conclure en fait par rapport à ça. Alors tout d'abord, l'étude de Steele et Aronson. Pour vous poser un petit peu de contexte, et c'est ça que je trouve très intéressant, l'étude de Steele et Aronson, elle est sortie à peu près en même temps qu'un livre de Herstein et Murray qui s'appelle The Bell Curve. Qu'est-ce que c'est que ce livre The Bell Curve? Ce livre essaye de donner une explication évolutionniste en fait, à l'intelligence et notamment aux différences d'intelligence entre les différents groupes sociaux. Encore une fois, vous avez encore aujourd'hui un tas de travaux. Vous avez une revue spécifique qui s'appelle Intelligence, par exemple, qui va avoir tendance à proposer des travaux comme cela, où on va montrer que les Asiatiques sont plus intelligents que les Blancs sont plus intelligents que les Noirs, etc., etc. Les hommes sont plus intelligents que les femmes aussi, évidemment. Voilà. Et donc, il y a ce contexte-là d'un livre qui sort et qui donne une explication biologique ancrée dans la théorie de l'évolution. C'est parce que l'exode depuis le rift est-africain de la population européenne vers l'Europe a sélectionné finalement les gens les plus intelligents. Ceux qui étaient les moins intelligents sont morts de prédation, d'accidents, etc. Que du coup, dans leur logique, les blancs sont plus intelligents que les noirs. C'est une question évolutive. Et donc on a ce livre-là qui sort, et on a en même temps un constat. À l'époque, Claude Steele était à l'université de Stanford, je crois. Et on a un constat qui est que les étudiants noirs réussissent un peu moins bien leurs études que les blancs et abandonnent aussi beaucoup plus leurs études que les blancs à cette époque-là. Et donc la question que s'est posée Steele, c'est mais est-ce que cette différence-là, elle est issue de différences biologiques comme c'est proposé par Herstein et Murray, ou est-ce qu'elle est expliquée par autre chose, la socialisation, l'éducation, les stéréotypes, etc. Alors je trouve, même s'ils ne la présentent pas tout à fait comme ça leur étude, je trouve que cette étude-là, elle est très intéressante. Parce que, en fait, ils ont cherché, on pourrait dire, ils ont cherché à confirmer que c'était les stéréotypes qui expliquaient les différences, etc. En réalité, leur protocole expérimental sert à infirmer, finalement, l'existence de différences biologiques. Donc d'un point de vue popperien, quelque part, c'est quelque chose de plus intéressant que d'essayer de confirmer nos hypothèses, c'est plutôt que d'essayer de les infirmer. Et donc ils vont essayer d'infirmer non pas leur hypothèse, mais l'hypothèse des camarades, que les différences entre les blancs et les noirs sont d'origine biologique. Alors comment est-ce qu'ils infirment cette hypothèse ? Eh bien, ils vont faire passer une sous-partie du SAT
je crois que c'était le SAT, donc un test d'entrée, un test d'intelligence qui est utilisé aux États-Unis pour l'entrée dans les grandes écoles, à des étudiants blancs et à des étudiants noirs, en le présentant, ce test, soit comme étant diagnostic des compétences intellectuelles, soit comme étant autre chose. Donc soit il présente le test comme un test d'intelligence, soit il le présente comme un test de compréhension verbale. Et qu'est-ce qu'on observe? Alors il y a 4 études dans l'article de Steele Aronson, je vous présente les 2 principales, mais vous avez tous les résultats qui sont affichés là. Qu'est-ce qu'on observe dans ce cas-là? Hop là, pardon. C'est toi que je voudrais. On observe que... Attendez, il faut que je remette ça plus grand. On observe que quand le test est présenté comme étant diagnostic de l'intelligence, ici, vous voyez le... Oui. Bah, les étudiants blancs font mieux que les étudiants noirs. Mais quand le même test, donc qui mesure objectivement les mêmes capacités, est présenté comme étant non diagnostic de l'intelligence, les étudiants noirs font aussi bien que les étudiants blancs. Donc ils ont décliné un petit peu leur méthode, leur méthodologie pour essayer d'appuyer ça. Et la dernière étude que je vous présente là, elle est intéressante. Dans la 4e étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soit demandé, comme ça se fait parfois aux États-Unis, aux participants d'indiquer leur appartenance ethnique, leur race, au début du test, soit non. Et qu'est-ce qu'on observe? Quand les participants indiquent leur race au début du test, eh bien, on retrouve la différence entre les blancs et les noirs. Et quand ils ne l'indiquent pas, cette différence, elle disparaît. Ah. Alors, c'est une excellente question. Donc, la question, je la reprends. Donc, est-ce que c'est parce que les blancs se pensent plus intelligents ou est-ce que c'est parce que les noirs se sabordent? En fait, il y a un petit peu des deux. Alors, il y a un problème, entre guillemets, méthodologique par rapport à ça, c'est qu'il y a un effet plafond sur les tests d'intelligence, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser une certaine valeur, voilà, à moins d'être extrêmement intelligent, etc. Donc, en fait, c'est limité par le haut. Mais ce n'est pas limité par le bas. Donc là, les études de Steele Aronson auraient plutôt tendance à montrer en fait que c'est les noirs qui se sapent. Finalement, leur performance, elle diminue. C'est pas volontaire, c'est en gros, ça active en fait le fait d'être testé en tant que personne noire, ça active dans leur tête quelque chose qui vient interférer avec leur performance. Il y a une méta-analyse de Walton et Cohen qui est parue quelques années après sur la menace du stéréotype et qui va mettre en évidence un effet, ce qu'ils appellent l'effet stereotype lift, un effet ascenseur du stéréotype qui fait que, si vous regardez là, à chaque fois, les blancs réussissent un peu mieux quand la tâche elle est stéréotypée, même si ce n'est pas significatif, effet plafond, que quand elle ne l'est pas. Donc il y a un petit peu les deux, sachant qu'on est borné par le haut. Donc c'est un peu plus difficile à détecter que les blancs font mieux que les noirs quand la tâche est stéréotypée. Mais effectivement, Walton et Cohen, dans leur méta-analyse, ont réussi à montrer que c'était un effet significatif. Donc première, c'est vraiment, je vous présente celle-là, même si elle ne porte pas sur le genre, parce que c'est une étude Princeps qui a ouvert la voie à tout un champ en fait, de littérature en psychosocial sur ces questions de menace du stéréotype. Une étude un peu plus proche du sujet d'aujourd'hui, c'est celle de Spencer et collaborateurs, qui porte cette fois-ci sur les femmes et les mathématiques. Vraiment, c'est la première étude à se dire, mais est-ce que ce que Steele et Aronson ont montré sur les blancs et les noirs et l'intelligence, est-ce qu'on retrouve la même chose sur les hommes et les femmes et les mathématiques? Et effectivement, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que quand le test est présenté comme ne montrant pas de différence de genre entre les hommes et les femmes réussissent aussi bien que les hommes. Quand le test est présenté comme montrant des différences entre les hommes et les femmes réussissent moins bien que les hommes. Alors là, les tests de mathématiques, on va être confronté à un problème, c'est que c'est assez dur de faire passer un test de mathématiques pour autre chose. Il suffit de voir une racine carrée et on se doute bien que ce n'est pas un test de français. Donc, c'est un peu plus difficile, d'un point de vue méthodologique, de cacher quelque part que ça va être des mathématiques. Autant, un test de compréhension verbale, c'est une sous-dimension d'un test d'intelligence. On peut choisir ce test-là, l'habiller différemment, et mettre en avant l'intelligence ou masquer en fait, la dimension d'intelligence, ça passe. Un test de compréhension verbale, un test de mathématiques, c'est beaucoup plus difficile de dire que ce n'est pas des mathématiques. Donc, là aussi, dans la méthodologie, il y a des travaux qui ont montré que la façon dont on va essayer d'activer ou de neutraliser le stéréotype de manière plus ou moins explicite va impacter en fait, la performance et puis surtout les mécanismes médiateurs de cette performance, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient dans la tête des gens expliquer cette différence de performance. Est-ce que c'est une question d'effort ou est-ce que c'est une question d'interférence?
Voilà. Donc effectivement, voilà. Là, souvent la littérature va essayer de faire ça, c'est-à-dire faire passer un test de capacité en le présentant soit comme un test qui montre des différences, soit comme un test qui ne montre pas de différence. Ici, petite subtilité dans la quatrième étude, je crois, troisième étude de Spencer et collaborateurs. Ils ont une condition qu'ils appellent la condition contrôle, dans laquelle ils ne disent pas que le test montre des différences entre les hommes et les femmes, contrairement à leur première étude, et ils retrouvent la différence, c'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on voit que c'est des mathématiques, ça active le stéréotype, et les femmes réussissent moins bien que les hommes. Là encore, on peut voir qu'il y a un effet, notamment quand on active fortement le stéréotype, un effet stéréotype lift, puisque les hommes ont tendance à faire un peu mieux quand le stéréotype est activé que quand il ne l'est pas. Mais voilà. Alors comment ça s'explique, cette menace du stéréotype? Il y a une modélisation qui a été proposée un peu plus tard par Schmader et collaborateurs, qui nous explique finalement, puisque la théorisation c'était celle-là, qui nous disent que le stéréotype, quand il est activé, directement ou indirectement, va engendrer en fait des pensées intrusives chez les participants. C'est le petit carré en orange ici, des pensées négatives, des pensées évaluatives, etc. Ces pensées intrusives, eh bien, si on veut réussir la tâche, on va être obligé d'essayer de les supprimer. On est obligé de les activer pour les supprimer. C'est les fameuses études de Wegener qui demandent aux participants de ne pas penser à un ours blanc. Puis à la fin de l'étude, quand on leur dit à quoi vous avez pensé, les participants pensaient à un ours blanc. On est obligé de penser à l'objet pour pouvoir le supprimer, le réprimer. Et donc là, on a ces pensées intrusives qui rentrent, qui viennent affecter finalement ça, la pensée intrusive et le processus de suppression, va venir affecter la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, c'est une partie de notre mémoire qu'on appelait avant plus ou moins la mémoire à court terme. Je caricature un petit peu, mais ça peut vous donner une idée. C'est la partie de la mémoire qu'on va mobiliser quand on a besoin de retenir de l'information pour faire une tâche. C'est un peu la RAM de votre ordinateur, contrairement à la mémoire morte, enfin le disque dur. Ça va être la mémoire vive en fait, de votre ordinateur, celle qui va utiliser pour activer les différents processus, etc. Nous, c'est la même chose. Si je vous donne là mon numéro de téléphone, si vous ne le notez pas, vous allez utiliser votre mémoire de travail pour le mémoriser. Et puis, si je crée une interférence en vous proposant d'autres chiffres ou quelque chose d'autre, vous allez perdre en fait l'information que je vous ai donnée dans la mémoire de travail. La plupart des gens, pas tout le monde, effectivement, il y a des différences individuelles dans les compétences en mémoire de travail, etc. Et, voilà. Et donc, cette perte d'efficacité en mémoire de travail, elle amènerait du coup à une diminution de performance, notamment sur les tâches cognitives. Pour les tâches physiques comme le sport, comme je proposais tout à l'heure, le processus qui est proposé, c'est un processus de monitorage de soi. C'est-à-dire, si vous êtes en train de faire une tâche sportive et puis vous êtes en train de vous dire « faut pas que je me plante, attention », ça peut quand même finalement désactiver les processus automatiques qu'on sait être utiles dans les tâches sportives. Si vous faites du mini-golf et puis vous dites « attention, je suis jugé, je suis évalué », vous allez couper en fait tout un tas de trucs qui se font normalement automatiquement. Voilà. Alors comme je disais tout à l'heure, ces études, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent l'impact des stéréotypes sur la performance. On peut quand même soulever quelques limites, notamment pour les études en mathématiques. Il y a deux limites principales moi, que je vois avec les tâches de mathématiques. La première, c'est qu'il y a une médiation par le langage, c'est-à-dire que les énoncés des tests de mathématiques passent par la langue. Donc, est-ce qu'on mesure purement les compétences en mathématiques ou est-ce qu'on mesure également l'interprétation que font les sujets par rapport à l'exercice, etc. Ça, tout enseignant en mathématiques, c'est que traduire un énoncé en quelque chose, ça demande aussi, voilà. Puis les mathématiques, c'est appris à l'école. Donc il y a une dimension culturelle en fait qui est assez forte. Et puis il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, du coup ça va donner une ambiguïté d'interprétation dans les résultats. Est-ce que la performance, par exemple, elle se fait parce que les participants sont familiers avec la tâche ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer un rôle, etc. C'est pareil sur l'intelligence. Je vous disais, on a utilisé des tâches de compréhension verbale chez Steele et Aronson. Alors, il existe des tâches d'intelligence qui sont acculturelles, c'est-à-dire qui sont censées en fait, ne pas être médiatisées par le langage. C'est notamment les matrices progressives de Raven, où vous voyez une suite de figures, et il faut trouver en fait, quelle figure va arriver après. Et puis les figures, elles sont plus ou moins compliquées, elles varient sur ce qu'il y a à l'intérieur, l'orientation, etc., etc. Et puis ça s'appelle des matrices progressives parce que ça augmente en fait en difficulté. Voilà. Donc il y a des travaux qui portent sur les matrices progressives de Raven. Moi, j'ai essayé dans mes propres recherches, c'est ce dont je vais vous parler ici,
J'ai essayé du coup moi d'utiliser une tâche qui est moins médiatisée par le langage que les tâches de mathématiques, mais pour laquelle il existe un stéréotype sur les hommes et les femmes. Et j'ai pour ça utilisé ce qui s'appelle des tâches de rotation mentale. Alors c'est quoi une tâche de rotation mentale? C'est un outil qui est utilisé en psychologie pour mesurer des compétences. C'est des outils qui sont standardisés, donc on sait, les compétences en rotation mentale suivent une loi normale. Si vous avez un certain score, on sait où vous vous situez par rapport à la situation, par rapport à la population, etc. Voilà. Et ces tâches, elles sont relativement simples. Bon, il y avait bien une consigne écrite au début, mais vous devez juste dire, sur les deux figures qui sont présentées, je ne vais pas faire comme ça, est-ce qu'elles sont similaires ou est-ce qu'elles sont différentes? Et ces figures, elles diffèrent selon deux dimensions, soit l'angle de présentation. Donc ici, vous avez entre les deux figures un angle de 50 degrés. Là, vous avez un angle de 100 degrés. Soit aussi, la figure elle-même, elle peut être soit la même, soit le miroir en fait de l'autre. Donc ici, vous avez deux fois la même figure avec un angle de 50 degrés. Et là, vous avez des figures en miroir, donc c'est pas la même, avec un angle de 100 degrés. D'accord? Donc il n'y a pas beaucoup de médiation par le langage dans ce cas-là. Il y a vraiment, on peut simplement, les gens, c'est assez facile, la tâche elle est facile, il faut dire si c'est pareil ou différent. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur l'angle finalement de présentation des différentes figures et sur le fait qu'elles soient similaires, donc la même, ou différentes, c'est-à-dire en miroir. Pourquoi les capacités en rotation mentale? Parce que ça fait partie de ces croyances comme quoi les filles elles sont moins bonnes, c'est pour ça qu'elles auront un moins bon sens de l'orientation, c'est qu'elles sont moins bonnes en rotation mentale. Et il y a tout un tas de travaux en psychologie cognitive qui montrent des différences de genre sur ce type de tâches. Et des différences qui sont importantes. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le dé de Cohen? Le dé de Cohen, c'est une différence de moyenne divisée par l'écart type. Tout à l'heure, on était autour de 30 voire 60 pour des différences que je vous disais massives, 0,30 ou 0,60. Là, on est plutôt au-dessus de 0,75 jusqu'à 1. Donc il pourrait y avoir carrément un écart type de différence entre les performances des hommes et les performances des femmes sur ce type de tâches. C'est des résultats qui sont constants en fonction de l'âge. Vous avez des méta-analyses qui portent sur l'âge des participants et on voit qu'on retrouve systématiquement cette différence de genre, qui sont consistants aussi en fonction de la culture, c'est-à-dire que vous soyez américain, européen, asiatique. Alors il y a moins évidemment de littérature pour les pays du Sud, malheureusement, mais on retrouve en fait ces différences de genre-là. Par contre, on voit aussi dans certaines études que ces capacités en rotation mentale, elles varient en fonction du statut socio-économique du participant ou de ses parents. Donc, ce qui pointe aussi vers une dimension un peu plus culturelle. Et elle varie aussi en fonction de l'orientation sexuelle des participants. Voilà, donc ça c'est... Ouais. Et là encore, oui. Alors, est-ce que c'est des différences de genre ou est-ce que c'est des différences de stéréotypes de genre? Alors la littérature va parler de différences de sexe, c'est-à-dire des différences biologiques. Moi je parle de différences de genre parce que pour moi c'est construit, ces différences-là. Non, quand c'est fait, c'est comme la troisième étude de Spencer tout à l'heure. Quand c'est fait, on ne dit pas aux gens, les femmes réussissent moins bien que les hommes, etc. On dit juste c'est un test de rotation mentale et on observe que les femmes réussissent moins bien que les hommes. Voilà. Donc on n'active pas le stéréotype. Dans les études que je cite ici, on n'active pas le stéréotype de genre, on retrouve simplement des différences de genre. Et du coup, ça a amené à des explications biologiques ou génétiques. Notamment, vous avez une étude de Hooven et collaborateurs en 2004, un peu comme celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui va essayer de montrer un effet en fait, de la testostérone sur les performances en rotation mentale. Donc moi, je me suis un petit peu amusé, c'est pour ça qu'il y a mon nom là-haut, avec ces tâches de rotation mentale. Je vais vous présenter là rapidement les résultats de 3 études que j'ai faites. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si jamais vous avez des questions, je pourrais vous répondre. Voilà, donc j'ai juste pour la tâche en elle-même, donc c'est vraiment les figures que je vous montrais juste avant, avec 4 angles, donc 0 degré, donc ça, là, ça se voit très facilement si la figure est la même ou pas, 50, 100, 150 degrés, voilà. Plus, normalement, la théorie, c'est plus on augmente en fait l'angle, et plus la tâche, elle devient difficile. Et puis vous avez à chaque fois, les deux figures sont les mêmes, ou elles sont en miroir l'une de l'autre. Donc soit similaires, soit différentes. Dans la première étude, j'ai essayé de voir, sur 80 participants, si je retrouvais bien des différences de genre
justement en présentant la tâche comme telle qu'elle, c'est-à-dire sans dire que c'est une tâche qui montre des différences entre les hommes et les femmes, mais simplement en présentant en fait la tâche de rotation mentale. Vraiment pour voir si moi, avec mon matériel, j'arrivais à retrouver la différence. Et donc j'observe effectivement une différence de genre, notamment des effets d'interaction. Donc des effets d'interaction entre genre et similarité. Les filles réussissent moins bien la tâche pour les figures qui sont différentes. Elles ont tendance à dire qu'elles sont plus similaires que différentes, et que quand elles sont similaires. Il y a certains auteurs comme Hooven qui nous disent que ça, en fait, c'est plutôt caractéristique d'une sorte de prudence par rapport à la tâche. On va surestimer la similarité, mais c'est une stratégie. Ce serait une stratégie en fait de prudence, voilà, de dire bah oui, c'est similaire pour éviter de faire une erreur en disant que c'est différent alors que c'est censé être facile et similaire. Il y a aussi des effets d'interaction, c'est ce que je vous ai montré là, entre le genre et l'angle. Les hommes réussissent mieux la tâche de rotation mentale que les femmes, notamment quand la tâche elle est facile. Quand la tâche elle devient difficile, les différences disparaissent. Alors ça, c'est un premier quelque chose qui permet de questionner quelque part les différences de genre, qu'il y a dans d'autres études, ce résultat-là. C'est, normalement, on devrait s'attendre à si c'est des différences de capacité, bah, plus la tâche est difficile, plus la différence devrait être augmentée. C'est jamais le cas. Jamais dans ces études-là, souvent il y a une différence que Hooven dit, il y a une différence d'intercept, donc une différence de moyenne sur les différentes tâches, etc. Mais il n'y a pas de différence de pente. C'est-à-dire les hommes et les femmes ont des performances qui sont parallèles quelque part, alors qu'elles ne devraient pas l'être. Plus la tâche devient difficile, plus on devrait voir l'écart se creuser. Donc j'ai bien retrouvé l'effet de genre sur mon matériel. Donc j'ai pu, dans une deuxième étude, avec quasiment 130 participants dans celle-là, essayer de voir si cette fois-ci je joue sur l'habillage de la tâche, en expliquant aux participants que sur ce genre de tâche, habituellement, on trouve des différences entre les hommes et les femmes, ou on ne trouve pas de différence entre les hommes et les femmes. Est-ce que j'arrive à finalement faire disparaître cette différence? Donc on retrouve les mêmes effets, un effet du genre des participants, on retrouve l'effet d'interaction entre genre et similarité, et on trouve un effet d'interaction entre genre, angle et consigne. Je reviendrai tout à l'heure. Oui. Oui. Alors la performance, je ne vous ai pas donné le nombre d'essais en fait. Il y a 17 figures fois 4 angles. Je crois que c'est ça. Similaire et différent. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est ça en fait. En gros, pour chaque angle, il y a plusieurs figures différentes. Et les participants arrivent à retrouver, donc avec à chaque fois un nombre de blocs qui peut changer un petit peu, etc. Et les participants, du coup, voient, par exemple, là, ça doit être, je crois que c'est 7 figures par angle. C'est pour ça que ça varie, voilà, pour l'échelle, ça varie de cet ordre-là. Non, CI, l'intervalle de confiance. Pardon, c'est un outil statistique qui permet de voir d'un coup d'œil, si vous voulez, si, en gros, alors, c'est un peu tarabiscoté à expliquer ce que c'est qu'un intervalle de confiance. Ok, vous savez? Ok, très bien. Bah, CI, intervalle de confiance. Pardon. Ça, c'est mon logiciel de statistique qui présente les choses comme ça. Donc, je vous ai copié-collé le confidence interval. Ouais. Bah, donc, dans cette deuxième étude, je trouve l'effet que j'attendais. Je nuancerai un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une meilleure performance pour les hommes que pour les femmes quand j'active le stéréotype. Et cette différence, elle disparaît quand je désactive, quand je neutralise en fait le stéréotype. Là, toute la difficulté, c'est de réussir à neutraliser le stéréotype de façon crédible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les tâches de mathématiques. La seule méthode qu'on ait aujourd'hui, c'est simplement de dire bah, ça ne montre pas de différence entre les hommes et les femmes. Sachant que si les différences étaient véritablement des différences de capacité, simplement dire que ça ne montre pas de différence entre les hommes et les femmes ne devrait pas réussir à faire disparaître complètement la différence. Dans une troisième étude, je me suis intéressé à ce qui pouvait en fait modérer cet effet, donc je vais appeler ça un effet de menace du stéréotype, notamment en utilisant une variable qui s'appelle l'estime de soi collective. L'estime de soi collective, c'est comment, globalement, appartenir à un groupe, ça se reflète positivement sur moi, sur mon estime de soi personnelle.
Dans cette estime de soi collective, il y a 4 dimensions, mais il y en a 2 qui m'ont intéressé en particulier. C'est l'estime de soi collective privée, c'est comment, moi, j'évalue le groupe auquel j'appartiens. Comment, si je suis une femme, je trouve positif, en fait, de faire partie du groupe des femmes. Et il y a une deuxième dimension qui est l'estime de soi collective publique, c'est comment les autres évaluent mon groupe d'appartenance. Comment les autres, en général, évaluent les femmes. Si je suis une femme, comment les autres évaluent les femmes. Donc ça permet de voir, par exemple, quelle est, entre guillemets, l'origine de la menace du stéréotype. Est-ce que je suis menacé par le fait de ne pas être une femme aux yeux des femmes, si je réussis bien la tâche, par exemple, ou si je ne la réussis pas? Est-ce que la cible c'est moi, mais est-ce que la source, c'est plutôt mon groupe d'appartenance, ou est-ce que la source, c'est plutôt les autres, le hors-groupe en l'occurrence, le groupe des hommes? Et là, qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat? Donc là, les graphiques sont un peu plus compliqués à comprendre. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat? C'est que l'estime de soi collective privée, elle a un effet atténuateur de la menace, c'est-à-dire elle sert de bouclier à la menace du stéréotype. Plus les participantes dans la condition menace ont une estime de soi collective privée élevée, et mieux elles réussissent la tâche. Donc moins elles subissent en fait la menace du stéréotype. Mais l'estime de soi collective publique, la façon dont les autres évalue mon groupe d'appartenance, elle va avoir un effet accentuateur, sachant que, attention, petite nuance, c'est la façon dont les autres évaluent mon groupe d'appartenance de façon positive. Plus je pense que les femmes sont bien vues par les autres, et moins je réussis la tâche. C'est ce qui se passe, la ligne verte ici, dans la condition de menace du stéréotype. Voilà pour ces résultats-là. Donc, petite conclusion sur cette étude-là. Donc, les différences de genre, il y a bien des différences de genre en tâches de rotation mentale. Je l'ai trouvé dans la première étude. Ces différences de genre, elles sont annulées quand je neutralise le stéréotype. Donc, elles peuvent relever, en tout cas, c'est cohérent théoriquement, elles relèvent de la menace du stéréotype. Et ce que je trouvais intéressant, même si j'ai fait les étapes précédentes, c'était de montrer qu'en fait, l'estime de soi collective vient modérer l'effet de menace du stéréotype, dans des sens qui sont opposés. L'estime de soi collective privée va servir de tampon, de bouclier. Donc elle va modérer au sens premier du terme en fait, cet effet de menace du stéréotype, alors que l'estime de soi collective publique va avoir un effet accentuateur, c'est-à-dire elle va augmenter quelque part la pression. Plus mon groupe est valorisé socialement, et plus la pression de représenter ce groupe aux yeux des autres va être importante. La petite nuance que je voulais introduire tout à l'heure, dans l'étude 2, et ça revient à la question d'Alice tout à l'heure, dans l'étude 2, l'effet de menace du stéréotype ici disparaît pas parce que les femmes font mieux quand je neutralise le stéréotype, mais parce que les hommes font moins bien. Donc il y a bien, vous voyez, on est aussi quelque part, en tant qu'homme, on est aussi sensible finalement au contexte stéréotypique qui nous entoure. Ici, la ligne rouge représente les hommes, et on voit par rapport à la ligne rouge ici, celle-là est moins pentue, donc meilleure performance globale que celle-ci. Donc, alors, la menace du stéréotype, c'est, pour les auteurs, un effet environnemental. C'est-à-dire, c'est le contexte dans lequel on va passer la tâche, le contexte local. Est-ce que la tâche, on met en avant mon appartenance groupale à l'intérieur de la passation ou pas? Mais aussi le contexte social. Donc, est-ce qu'il existe des stéréotypes qui visent mon groupe d'appartenance sur des compétences spécifiques, etc., qui vont expliquer finalement les différences de performance sur un ensemble de tâches, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont été testées. Donc, les différences, elles ne sont pas biologiques. Vous avez des travaux de Caruthers et Race qui montrent que pour tout ce qui est en fait du domaine de la cognition, les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas ce qu'ils appellent eux des différences taxonomiques. C'est-à-dire ce n'est pas deux groupes hommes et femmes différents, c'est bien un même continuum, alors que pour certains critères physiques comme le poids ou la taille, on peut vraiment distinguer deux groupes complètement différents. Mais pour les fonctions cognitives, pour les capacités cognitives, ce n'est pas deux groupes différents. Donc les écarts de genre, les différences de genre, je ne parle plus de différences de sexe, puisque a priori on vient de montrer que ce n'était pas biologique, les différences de genre ne disent rien des compétences réelles des individus, mais sont plutôt le reflet des contextes évaluatifs, parfois même des contextes banals, qui peuvent venir inhiber ou favoriser les performances.
Et ce contexte, il peut être très local, c'est-à-dire dans mon laboratoire, comment je suis traité en tant que femme, comme il peut être sociétal. Vous avez une étude de Davis et collaborateurs, par exemple, qui expose les participants à des publicités. Des publicités, vous savez, il y a souvent dans certaines publicités une dimension un peu sexiste, etc. Puis il leur fait faire un test après de mathématiques. Et les participantes qui ont été exposées à des publicités sexistes, des vraies publicités, réussissent moins bien la tâche que celles qui ont été exposées à des publicités qui ne sont pas sexistes. Donc il y a tout un environnement social, local, qui vient en fait alimenter ces stéréotypes, etc. Et donc, évidemment, dans un environnement de travail, le fait que les femmes soient invisibilisées, qu'il y ait une majorité d'hommes et une minorité de femmes dans un laboratoire, par exemple, eh bien, tout ça sont des indicateurs qui vont venir activer la menace du stéréotype chez les participants. Donc, je vous mets, pour finaliser, parce que je crois que j'ai un peu de retard, un certain nombre d'études assez récentes sur ces questions, finalement, d'environnement social et culturel. Par exemple, les stéréotypes du scientifique sont plus proches des stéréotypes masculins que des stéréotypes féminins sur une majorité de traits. C'est-à-dire ce qu'on attend d'un scientifique, ça colle plus avec le stéréotype de l'homme que le stéréotype de la femme. De la même manière que ce qu'on attend d'un dirigeant, d'un chef, d'un leader, ça colle plus avec le stéréotype de l'homme qu'avec le stéréotype de la femme. Donc Net et collaborateurs parlent de think scientist, think male, comme la littérature sur le genre va parler de think manager, think male. Quand on pense à un manager, on pense à un homme. C'est quelque chose qui va être en fait appris et qui va être très profondément ancré en fait chez nous, très automatique. Il y a plein d'études. Tout à l'heure, Alice parlait d'une étude sur une intelligence artificielle. Si on lui demande de dessiner un docteur, il va dessiner un homme. Si on lui demande de dessiner un infirmier, il va dessiner une femme, dans une langue qui n'est pas genrée à l'origine. Donc la langue turque, tu disais, voilà. Il y a tout un tas d'études en fait sur ce sujet-là. Il y a une dimension qui vient ajouter à la menace du stéréotype, c'est la dimension prestige, élitiste. C'est ce que nous montrent Newell et collaborateurs. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, l'informatique. À l'origine, dans les années 40-50, les calculs étaient faits par les femmes. Puis l'informatique, dans les années 70-80, a gagné en prestige. Et aujourd'hui, c'est une discipline majoritairement masculine. Et puis, il y a aussi tout ce qui est autour du mythe de l'homme brillant, qui est entretenu aussi dans la société, qui vient décourager, en fait, dissuader les filles de s'identifier dans des disciplines dans lesquelles la compétition et l'excellence sont valorisées. On a le même problème avec la direction d'entreprise, c'est-à-dire, je ne sais plus comment il s'appelle cet auteur, qui nous dit qu'en fait, le problème, ce n'est pas les femmes qui manquent pour diriger des entreprises. Ce qu'il y a en trop, en fait, c'est des hommes qui sont trop confiants d'eux. Tout ça, ça participe à un environnement social qui fait que quand on est humble, on ne se reconnaît pas forcément dans un milieu dans lequel il n'y a que des rockstars et que des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut du coup pour essayer de contrer ces stéréotypes? La littérature nous dit qu'il ne faut pas uniquement imposer des quotas, parce que les quotas, comme proposé par la ministre, ne changerait pas grand-chose en fait au côté sociétal, etc. Vous avez un phénomène qui s'appelle le paradoxe de l'égalité, je l'évoquais tout à l'heure pendant la pause café, qui montre que dans les pays les plus égalitaires, ceux pour lesquels les femmes ont l'accès à l'éducation de manière égalitaire, etc., eh bien les femmes ont tendance à choisir des disciplines qui sont davantage stéréotypiques. Donc ce n'est pas une question d'accès, quelque part, donc les quotas peuvent avoir une influence en changeant la proportion d'hommes et de femmes dans des formations, etc., et donc donner une image un peu plus féminisée de la formation, tout ça. Mais ce n'est pas forcément une question d'accès, c'est aussi une question de est-ce qu'on se sent, vous avez des auteurs comme Schmader qui vous parlent en fait de safe, est-ce qu'on se sent safe en fait dans ces environnements? Et c'est pas safe au sens de sécure, ils utilisent safe comme un acronyme, c'est pour State Authenticity, le F je sais plus ce que c'est, et le E c'est Environment. C'est-à-dire est-ce que je me sens à ma place dans cet environnement de travail? C'est ça la véritable question. Est-ce que je me sens pouvoir être moi-même dans mon laboratoire, dans ma classe préparatoire, dans ma grande école, etc. etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour arriver à créer cet environnement favorable? Eh bien, on peut travailler au niveau institutionnel avec des politiques de diversité.
C'est pour ça qu'on a des référents égalité, c'est pour ça qu'il y a une charge de mission égalité-diversité dans la plupart des universités, etc. Pour réfléchir à ces questions, comment on fait voilà. Alors, petite remarque qui doit vous toucher plus que ça ne touche la psycho, mais par exemple, des fois, les politiques égalitaires peuvent être contre-productives. C'est-à-dire, si vous êtes une femme dans une discipline où il y a un quart de femmes, et qu'on impose une représentation paritaire dans tout un tas d'instances, par exemple les comités de sélection, les jurys de thèse, etc., eh bien, en tant que femme, vous allez 2 fois plus solliciter qu'un homme. 2 ou 3 fois plus. Il y a plusieurs problèmes à ça. Bah, du coup, vous avez moins de temps pour faire votre recherche. Donc votre carrière en pâtit à ce niveau-là. Et en même temps, ça attire de la jalousie de la part de certains collègues qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes tout le temps à droite à gauche en train de participer à des jurys et à des COS, et que eux sont moins sollicités. Parce que c'est aussi un facteur de prestige. Donc attention avec les politiques égalitaires, ça peut parfois poser des problèmes. On peut faire aussi quelque chose au niveau relationnel, donc promouvoir des normes sociales inclusives, mettre en place des programmes de mentorat, par exemple, demander à des personnes avec un niveau hiérarchique supérieur, des professeurs, hommes ou femmes, de prendre sous leurs ailes des populations sous-représentées pour les accompagner dans leur carrière, etc. Voilà. Du côté relationnel aussi, on peut, ça a été évoqué tout à l'heure, éviter de créer un environnement qui peut être gênant par des remarques sexistes parce qu'on est entre bonhommes, etc. et que ça se fait. Et puis on peut faire des blagues, et puis voilà. Bah, c'est pas forcément toujours bien accueilli. Donc avant de faire une blague, demandez-vous, est-ce que cette blague elle est appropriée dans le milieu dans lequel vous êtes? Est-ce que vous ne risquez pas de faire en sorte, en racontant votre histoire, qu'une personne se sente mal à l'aise? Parce que vous avez raconté une blague, c'est rigolo, hein, ça fait rire tout le monde, mais ça peut avoir un impact un peu négatif à cet endroit-là. Et puis au niveau individuel, en tant que personne, bah, mettre en place des formations à la diversité pour les hommes et pour les femmes. Promouvoir des modèles de rôle aussi, c'est ce qu'on avait commencé à faire ici à l'université. On a commencé à interroger notamment des femmes pour essayer de repérer des personnes qui accepteraient en fait de jouer le rôle d'un modèle, c'est-à-dire montrer simplement par leur présence, par leur histoire, comment pour une jeune doctorante, pour une jeune maître de conférence, c'est possible de passer le cran du dessus, de devenir maître de conférence, de devenir professeur, de passer l'HDR, dans l'autre sens, de passer l'HDR d'abord et devenir professeur après, c'est plus logique, etc., etc. Voilà. Alors, petite conclusion. Donc, la sous-représentation des femmes en sciences ne s'explique pas par un déficit de compétences. J'espère qu'au moins cet aspect-là, j'ai été suffisamment convaincant. Mais par des environnements sociaux, distaux ou proximaux, qui activent des normes implicites de légitimité scientifique, hein, comme dans les études sur la menace du stéréotype. Simplement dire c'est un test de mathématiques ou dire c'est un test d'intelligence, ça suffit à activer le stéréotype et à activer du coup la menace du stéréotype. Rappeler à une personne son groupe d'appartenance avant de faire le test d'intelligence, ça suffit à activer la menace du stéréotype. Donc attention justement aux environnements dans lesquels on évolue, essayer de faire de ces environnements des environnements safe, au sens de Schmader et collaborateurs, et puis faire attention à la façon dont ces normes sociales, ces stéréotypes vont façonner les attentes, la reconnaissance, la performance et les trajectoires des individus. Voilà. Et donc, et ça vaut pour les questions de management comme pour les questions de sciences, pour favoriser l'excellence, il ne suffit pas de déconstruire les stéréotypes, il faut transformer les environnements qui les perpétuent. Merci pour votre attention. Alors, une question de compréhension et puis une autre question. Donc la deuxième question en premier, c'est sur l'idée d'être scientifique ou littéraire. Est-ce que c'est corrélé à... Parce qu'on nous dit, ah, toi, tu es scientifique ou toi, tu es littéraire. Moi, on me disait, tu es scientifique ou tu es matheux. Puis en fait, je ne dois pas être ça. Ou alors les matheux sont souvent très littéraires. Enfin bref, cette idée-là.
Parce qu'il y a Olivier Lasvernias qui a fait son HDR sur pourquoi la culture scientifique, la vulgarisation, ça marche pas si bien que ça. Et en fait, il disait qu'il y avait une auto-prophétie. Les gens se disaient, je suis littéraire, donc je ne suis pas scientifique, donc c'est fini pour moi les sciences. Bref, voilà. Est-ce qu'il y a des choses sur scientifique littéraire? Et la deuxième, c'est une question de compréhension sur l'estime de soi collective. Quand elle est publique, tu as dit un moment que quand elle était publique et positive, ça faisait baisser la performance. Oui. Voilà, c'est ça. Je vais commencer par celle-là, puis après j'essaierai de... Voilà. Merci. Alors, concernant l'estime de soi collective, donc je vous ai dit, il y a plusieurs dimensions, et la dimension privée, c'est la façon dont moi-même j'évalue mon groupe comme étant positif. Je suis fier d'appartenir au groupe des hommes. Appartenir au groupe des hommes est une part importante de l'image que j'ai de moi-même, ce genre de questions. L'estime de soi collective privée, c'est la façon dont je pense que les autres, qui ne sont pas ciblés, évaluent mon groupe, mais de manière positive. C'est-à-dire que l'orientation ici est positive. La publique, pardon. Voilà. Du coup, je me mélange les pinceaux. Oui, la publique, c'est la façon dont je pense que les autres évaluent positivement, favorablement mon groupe à moi. Donc, je pense que les autres ont une image positive du groupe des femmes. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant dans ces résultats-là, c'est que plus je vais penser ça, et plus, en fait, je vais voir ma performance diminuer. Alors, ce n'est pas sur la dimension des compétences, c'est sur une évaluation globale qu'est mesurée l'estime de soi collective publique. Je ne sais pas ce qui se passerait si on essayait de neutraliser les attentes en disant que la plupart des gens pensent que les filles sont bonnes en maths et excellentes, etc., etc. Ce serait une hypothèse à tester. Mais là, ce qui est intéressant, ce n'est pas parce que les autres ont une mauvaise image de moi que ma performance elle diminue, c'est vraiment parce que plus les autres vont avoir une bonne image de moi, de mon groupe, donc les femmes, que ma performance elle va diminuer. Alors je ne suis pas rentré dans les détails interprétatifs de ce que je propose, mais pour moi, je ne suis pas d'accord en fait avec l'hypothèse d'interférence qui est proposée par les auteurs sur la menace du stéréotype. Leur idée, c'est la situation active un stéréotype. Ce stéréotype active en fait une forme d'anxiété d'évaluation. Je ne veux pas que ma performance du coup vienne valider le stéréotype, ce qui amène à une interférence cognitive, ce qui amène à une diminution de performance qui en bout de chaîne va venir valider le stéréotype. Donc pour moi, il y a une chaîne causale supposée qui est assez complexe ici, et on pourrait en fait, parce qu'il y a plein d'autres critères dont on pourrait faire une hypothèse qui est beaucoup plus simple et qui est la mienne. Pourquoi ? Alors moi, mon hypothèse, c'est simplement une hypothèse de conformisme. C'est-à-dire, je suis une femme, on me fait faire une tâche dans des conditions de laboratoire. Attention, on me fait faire une tâche où on me dit que les femmes ne réussissent pas, entre guillemets, pour être une femme, il faut que je ne réussisse pas. Pourquoi j'ai insisté sur dans des conditions de laboratoire? Parce que déjà, premièrement, dans la vraie vie, on l'a évoqué tout à l'heure, les filles sont toujours meilleures que les garçons dans toutes les disciplines, même en spécialité. Alors, j'avais les chiffres avant la réforme du bac, mais même dans les spécialités mathématiques, les filles réussissent mieux que les garçons, etc. Donc, elles ont toujours une meilleure performance dans des conditions réelles. Dans des conditions de laboratoire, l'enjeu est différent. Si vous venez passer le bac, si vous vous plantez, c'est votre suite d'études en fait qui est mise en danger. Si vous venez dans un laboratoire de psychologie sociale et que vous vous plantez, une fois que vous avez fermé la porte du box, aucun impact. Donc les mécanismes en fait, qui sont mis en évidence dans les études expérimentales sont intéressants, mais ne reflètent pas exactement forcément ce qui se passe dans la vie réelle en termes de compétences. Par contre, ça peut refléter ce qui se passe dans la vie réelle en termes de choix, etc. Ou même de la façon dont on se représente. Ce qui va m'amener à ta deuxième question. Dans la façon dont on se représente, j'ai un collègue par exemple à Genève, qui était à Genève à l'époque, qui a fait une étude où il a demandé aux participants et aux participantes de rappeler leurs notes dans c'était une fac de psycho, donc leurs notes en stats, donc la partie maths en fait, de la fac de psycho. Et ce qu'il a montré, c'est que les filles sous-estiment leurs notes par rapport aux notes réelles quand on leur demande de rappeler leurs notes en stats. Donc leur représentation d'elles-mêmes sont finalement, collent aux stéréotypes, sont un peu négatives même par rapport à la réalité. Par rapport à ta question de tout à l'heure, si tu peux me la rappeler, sur littéraire ou scientifique?
Sur l'auto, voilà. Moi, je ne sais pas si ça existe toujours, mais on nous dit, ah, toi, tu es littéraire, toi, tu es scientifique. Donc ça, bah, ça relève Si tu es de littéraire, tu n'es pas scientifique. Et si alors que pour moi, c'est faux. Mais... Dans ce cas-là, il faudrait regarder aussi la proportion d'hommes et de femmes qu'on qualifie de littéraires et de scientifiques. Moi, ce que je peux dire, c'est par exemple, donc, ce que tu évoquais tout à l'heure sur une prophétie autoréalisatrice, donc c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est des auteurs dans les années 60-70 aux États-Unis qui sont intervenus dans une école. Donc c'est Rosenthal et Jacobson qui sont intervenus dans une école à côté de Chicago. Ils sont arrivés au début de l'année, ils ont fait passer un test d'intelligence aux enfants de l'école. Ils ont choisi des noms au hasard, indépendamment du résultat du test, des noms d'enfants au hasard par rapport à ça. Ils ont dit aux instituteurs que tel et tel et tel enfant avait des capacités de développement supérieures à ses camarades. Ils sont partis, ils sont revenus 6 mois après. 6 mois après, les enfants qui avaient été désignés alors que les noms avaient été choisis au hasard et pas basés sur leur performance ont gagné 10 points de QI de plus en moyenne sur le test que leurs camarades. Donc c'est ce que Rosenthal et Jacobson ont appelé l'effet Pygmalion, en référence au mythe grec de Pygmalion, le sculpteur qui a créé une statue tellement belle qu'il a demandé aux dieux de lui donner vie parce qu'il en était tombé amoureuse. C'est un peu la façon dont les attentes finalement vont s'auto-réaliser. Et là, eh bien, il y a une différence. Alors, dans les études de Rosenthal et Jacobson, ils n'ont pas forcément montré ça, mais par exemple, l'effet Pygmalion marche moins bien sur les noirs que sur les blancs. C'est-à-dire un petit noir, un petit enfant afro-américain qu'on a étiqueté comme ayant un potentiel de développement plus important que ses camarades, bah, l'effet marche moins bien que quand c'est un petit européen-américain à qui on a étiqueté de la même manière. Il y a la même chose sur les hommes, les femmes et les mathématiques notamment. J'avais une collègue qui travaillait en école primaire. Elle avait accès donc aux résultats des enfants aux évaluations et elle demandait elle demandait l'évaluation par les instituteurs des résultats de ces enfants-là et l'évaluation des enfants eux-mêmes sur différents domaines. Donc les mathématiques étaient un de ces domaines. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dans ces résultats, les instituteurs, à note égale, pensent qu'une fille est moins bonne en mathématiques qu'un garçon, alors que les résultats sur l'évaluation sont les mêmes. Et les enfants, du coup, reflètent l'évaluation de leurs enseignants. Effet Pygmalion. Si vous attendez qu'une femme soit moins bonne en mathématiques, peu importe sa performance réelle, vous allez la traiter, ou vous allez interagir avec cet élève d'une façon qui vient renforcer finalement cette attente-là. Et donc, toi, tu es plutôt littéraire que matheux. Il y avait une autre question ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Marielle Poussouplès qui assurera la conférence d'après. En miroir. Oui, c'est vrai que moi aussi, je suis un peu restée sur ma faim. Je suis sociologue. Donc, dans un autre espace épistémologique, de l'assistance et peut-être aussi de la psychologie cognitive. Donc, c'est vrai que je suis restée sur ma faim, sur cette notion d'estime de soi collective. Je me suis demandé comment concrètement on pouvait la mesurer à partir, j'imagine, de questions d'un questionnaire. Et dans quelle mesure elle ne relevait pas d'une imposition de problématiques quand même assez forte. Je ne suis pas sûre que spontanément on puisse se dire qu'on ait, qu'on ait une idée de ce que je pense de moi en tant que femme ou inversement. D'accord, ok. Ça va mieux là ? Oui. Ouais. Ok. Donc voilà, j'étais demandeuse de clarification sur cette notion de DSC, peut-être même sa généalogie conceptuelle, parce que j'en avais jamais entendu parler, et surtout pour une identité de genre qu'on demande d'objectiver comme ça spontanément d'un point de vue privé ou d'un point de vue public. Et après, ma seconde question, plus générale, c'est peut-être sur précisément l'espace épistémologique dans lequel vous vous trouvez. Vous avez commencé par dire que je trouvais ça très intéressant. On sent bien que vous vous inscrivez contre d'autres courants biologisants, etc. Donc, on est quand même en 2025. Vous avez dit qu'il y avait visiblement une revue qui a pignon sur rue, Intelligence, qui a l'air d'être... Donc, comment est-ce que vous fightez, en fait, dans votre espace épistémologique ? Enfin, comment ça se construit ? Sachant que ce que je comprends, c'est que vous devez tous vous retrouver autour de cet espace épistémologique qui, pour moi, est très, très positiviste. Hein. Vous l'avez dit à plusieurs moments.
et qui pour moi est un petit peu gênant dans le sens où on a l'impression que les femmes font ceci, les hommes font cela, et qui doit de toute façon être plié, les résultats doivent être pliés avec tout un tas d'enjeux d'échelle, de scoring, vous avez dit à un moment donné, ouais, ben, cette dimension-là, de toute façon, il y a un plafond d'intelligence, donc on peut pas, mais on a l'impression qu'il faut que absolument les résultats soient quantitativés et puis plus ou moins très linéaires. Donc ça me pose vraiment question et ça me fait penser, troisième, mais c'est plus une réflexion, à la manière dont Carol Gilligan, dans Une voix différente, a pu justement totalement changer le point de vue de la psychologie, du développement moral de Lawrence, j'imagine que vous l'avez en tête, à partir d'une réflexion extrêmement précise, justement sur les questions qui étaient posées, et la manière dont ces questions étaient, en fait, ne donnaient pas la place à un point de vue féminin. Et je termine là-dessus, je réfléchis en même temps que je parle, mais je ne suis pas sûre que, finalement, le truc que vous avez présenté comme une tâche neutre culturellement le soit tant que ça, la rotation, voilà. C'est pour ouvrir la discussion et l'interdisciplinarité. Merci pour toutes ces questions. Alors, la mesure. Alors, la mesure, c'est un peu un tropisme de la psychologie, notamment la psychologie expérimentale. On essaye de mesurer, de quantifier en fait tout un tas de choses. Ça pose tout un tas de questions. Effectivement, je suis assez d'accord. Moi, c'est mon approche, entre guillemets. Ça permet, enfin voilà, et c'est une question qu'on se pose régulièrement, c'est-à-dire comment on quantifie. Par exemple, il y a des travaux sur le bonheur, des travaux sur le sexisme, tout un tas. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à donner une valeur finalement quantitative à des choses qui se passent dans la tête des gens? C'est une question qui se passe, et effectivement, je suis d'accord avec vous, le fait de poser la question, ça active et aussi en fait ces réflexions-là dans la tête des individus. La question donc de l'estime de soi collective à l'origine. Alors, c'est comment dire, il y a le concept de l'estime de soi personnelle, donc celle qui me concerne moi en tant qu'individu, est assez développé depuis les années 60-70 en psychologie, donc parce que ça permet d'expliquer un certain nombre de choses. Notamment la dépression, par exemple. On montre que les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes ont plus tendance à aller, sans mettre de lien causal, c'est une corrélation, ont plus tendance en fait à être en dépression que ceux qui ont une forte estime d'eux-mêmes. Que les gens, c'est un concept aussi théorique qui dit par exemple qu'on est motivé à avoir une estime de soi positive et que ça va nous amener à faire un certain nombre de choses, cette estime de soi personnelle, etc. Et à l'origine, donc l'échelle d'estime de soi collective, elle vient d'une chercheuse qui s'appelle Jennifer Crocker. Et Jennifer Crocker, elle s'est intéressée finalement à l'effet de la stigmatisation, donc le fait d'être la cible de préjugés, de racisme, etc., sur les individus. Et Crocker, elle s'est rendue compte, et c'est pas la seule, qu'elle faisait l'hypothèse à l'origine, les chercheurs faisaient l'hypothèse à l'origine que par exemple quand on est noir aux États-Unis, on devrait avoir une estime de soi plus faible. Parce que la société ne nous accueille pas correctement, on est ciblé par des stéréotypes, par des préjugés, par de la discrimination, etc. Donc logiquement, on devrait obtenir une forme d'estime de soi plus faible. Sauf que dans les résultats, elles se sont rendues compte que ce n'est pas le cas. Que les groupes minorisés, de manière générale, n'ont pas une estime de soi personnelle plus faible que les groupes dominants. Et donc, une explication qu'elles ont donnée, c'est vraiment de là que vient cette idée d'effet tampon, voilà, c'est de dire, en fait, le fait d'appartenir à un groupe dominé, c'est aussi l'hypothèse de Branscombe qui s'appelle l'hypothèse de rejet-identification. Le fait d'appartenir à un groupe dominé, un groupe stigmatisé, ça va augmenter l'identification à ces groupes minoritaires. Vous avez tout un tas de travaux qui montrent que les groupes minoritaires sont plus identifiés à leur groupe que les groupes majoritaires. Vous avez les travaux en français de Fabio Lorenzi-Celdi qui parlent d'individus dominants et de groupes dominés. C'est-à-dire que quand on fait partie du groupe dominant, on se considère comme des individus. Quand on fait partie du groupe dominé, on se considère comme les membres d'un groupe. Et donc l'hypothèse de Crocker, c'est de dire, en fait, l'effet négatif de la stigmatisation, il est contré par l'identification au groupe minoritaire. Et donc du coup, elle a développé, sur la base de l'échelle d'estime de soi personnelle, elle a développé en fait une échelle d'estime de soi collective. Donc c'est la façon dont moi et les autres autour de moi vont considérer mon groupe. Et donc il y a 4 dimensions à la base. Une dimension d'importance, c'est important pour moi de faire partie de ce groupe-là. Il y a une dimension d'identification,
je crois, je ne sais plus. Il y a la sphère, il y a la dimension privée. Donc, faire partie de ce groupe, ça se reflète positivement sur l'image que j'ai moi-même, de moi-même. Et la dimension publique, ce groupe est évalué positivement par les autres autour de moi. Et elle montre justement, pour continuer dans cette idée de stigmatisation, eh ben, elle montre que les groupes minorisés aux États-Unis ont une estime de soi collective publique plus faible que les groupes dominants. Donc, ils sont conscients que les autres, en fait, les déconsidèrent. Mais par contre, ils ont une estime de soi collective privée plus forte que les dominants. Et donc, cette estime de soi collective privée comblerait finalement l'impact négatif de l'estime de soi collective publique. Donc, c'est la même logique que j'ai essayé de prendre en compte ici. Mais je suis d'accord après sur la question de la mesure en tant que telle et de ce que ça active dans la tête des gens, de se poser des questions-là. Effectivement, dans la façon de travailler de la psychologie, et notamment de la psychologie expérimentale, on le fait. C'est pour ça que c'est la même chose que je vous disais tout à l'heure sur les situations de laboratoire. En fait, on va tester des processus. Donc, pour tester ces processus, il faut pouvoir les mesurer. Mais on va pas, ces processus-là ne reflètent des mécanismes en fait, psychologiques qui ne sont pas forcément activés tels quels dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent jouer un rôle explicatif, qui peuvent être neutralisés par d'autres situations. Je vous disais tout à l'heure, l'importance de passer un examen peut neutraliser l'effet des stéréotypes sur la performance en mathématiques, etc. Ce qui, de mon point de vue en tout cas, va venir un petit peu altérer cette histoire d'interférence, parce que là on pourrait se dire, plus l'enjeu est important pour moi, plus l'interférence va être grande et plus la performance va devoir être réduite. En l'occurrence, ce n'est pas ce qu'on voit quand on regarde les statistiques sur la réussite des filles dans les filières scientifiques, etc. Alors ça, c'était la question de la mesure. Et du coup, j'ai oublié les deux autres. La question du positionnement épistémologique, déjà. Donc oui, la psycho, c'est même très problématique, je trouve. La psychologie, donc en psychologie, vous avez plusieurs sous-disciplines. Il y a même on va avoir tendance à multiplier les sous-disciplines. Mais vous avez en gros 4 grandes sous-disciplines qui sont reconnues, par exemple ici à l'université. Vous avez la psychologie clinique, donc qui est plutôt qualitative, qui est plutôt dans le soin, etc. Ici, on a une partie de nos collègues qui sont d'orientation psychanalytique, donc vraiment dans le dialogue, dans les entretiens, voilà. Vous avez la psychologie cognitive, qui est à l'exact opposé d'un point de vue épistémologique, qui va se situer plutôt du côté, voilà, ils vont beaucoup de tâches, par exemple, mesurer avec des temps de réponse. Là, je ne vous ai pas montré sur la tâche de rotation mentale, mais j'ai aussi le temps de réponse en fait, des participants sur ce genre de tâches. Donc voilà, des tâches qui vont chercher vraiment à quantifier et à évaluer des processus profonds chez l'être humain. Vous avez la psychologie du développement, c'est la psychologie cognitive mais appliquée au développement au travers l'âge. Donc comment les enfants par exemple acquièrent le langage, comment les personnes âgées perdent la mémoire. Ça c'est des thématiques qui vont intéresser la psychologie du développement. Et la psychologie sociale qui est telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, qui est une discipline qui se veut en majorité, pas uniquement, mais en majorité expérimentale, mais qui va s'intéresser du coup à des phénomènes sociaux plutôt qu'à des capacités cognitives, etc. Et donc, il va essayer de savoir quels sont les processus psychologiques qui ont expliqué les stéréotypes, les préjugés, les diminutions de performance sous l'effet des stéréotypes, etc. Donc, plutôt positiviste, avec certains collègues qui sont même excluants à ce niveau-là. Moi, ce n'est pas mon cas. Enfin, j'essaye en tout cas, même si j'ai grandi en tant que psychologue expérimental, à mon Master 2. Mon DEA à l'époque s'appelait Psychologie expérimentale, cognitive et sociale. Voilà, donc je suis vraiment formé en psychologie expérimentale, mais justement j'essaye depuis quelques années de m'ouvrir à d'autres épistémologies et ne pas opposer le positivisme comme étant de la vraie science au constructivisme par exemple. Voilà. Voilà et puis il y a une troisième question qui découlait de celle-là, mais je l'ai oubliée. Merci beaucoup Fabrice pour vos éclaircissements et la genèse le rappel de la genèse de cette notion de SC et qui me permet du coup de me représenter ce que ça peut vouloir dire pour une femme en fait. Donc si je le dis à moi-même, moi j'ai une très forte estime de moi en tant que femme privée, mais en tant que femme vraiment. Ça m'a donné des ressources, vous voyez. Je répondrais ça. C'est le cas dans mes mais résultats après, aussi. s'il faut que je réponde à des questions qui objectiveraient le DS, ouais, voilà, c'est collectif public. Oui, je suis capable de dire que les autres, alors que la société d'une manière générale pense des femmes, c'est ça ? Ce serait ça le sens de. Oui, ce serait ça. oui, c'est les autres.
dans, la façon dont c'est formulé, c'est les autres. Ok, ben merci beaucoup pour cet outil en fait conceptuel qui donne à penser. Oui, merci beaucoup aussi pour le rappel du panorama des différents courants de la psycho. Ma question elle portait plus sur vous, comment vous vivez les choses. Vous êtes dans un espace international en fait. Cette fameuse revue Intelligence, parce que vous êtes quand même à l'intérieur de la psycho sociale. Enfin, vous êtes quand même sur de la psychocognitive, quand même, enfin, sur l'intelligence, quoi, sur des questions d'intelligence, me semble-t-il. Bah là, moi, c'est l'impact des stéréotypes qui m'intéresse. D'accord. Ah, ok, voilà, parce que vous êtes davantage stéréotype d'une manière générale. Ok. Et donc cette revue Intelligence, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou pas au niveau international? Enfin, comment ça se structure les batailles? Il y a beaucoup d'idéologie qui peut se greffer ensuite là-dessus. Ah bah il y a, oui. Donc oui, il y a des vraies questions idéologiques derrière. Il y a quelques revues où on va effectivement, où certains chercheurs vont essayer de mettre en avant une certaine vision du monde. C'est Intelligence, je parle de celle-là parce qu'elle est souvent mise sur le devant de la scène. En 2000, je crois que le dernier article que j'ai vu passer, parce que c'est pas non plus, je ne vais pas creuser tous les jours dans la revue, mais le dernier article que j'ai vu passer qui vise à montrer que les Blancs sont plus intelligents que les Noirs, il date de 2023, je crois. Entre 2020 et 2023. Mais j'ai pas forcément cherché, c'est un truc qui m'est tombé dessus sur les réseaux sociaux à l'époque, et j'étais surpris qu'en 2023, il y a toujours des gens qui tiennent ce discours-là, qui tiennent ce discours de montrer en fait une hiérarchisation entre les différents groupes d'humains, et clairement, ça relève de l'idéologie. Ça relève de l'idéologie en essayant, d'un point de vue rhétorique, d'utiliser des arguments scientifiques. C'est ce que je disais tout à l'heure pour l'évolutionnisme, par exemple. C'est un outil qui est beaucoup utilisé. La simple logique évolutive, elle se détruit elle-même. C'est-à-dire, en gros, penser que parce qu'un groupe d'humains est parti d'un environnement qui n'est pas forcément super favorable, la savane africaine, et pour aller dans des milieux plus tempérés et justifier à partir de là que du coup seuls les plus intelligents ont été sélectionnés, c'est supposer que ceux qui sont restés sur place, c'était une partie de plaisir. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a probablement, enfin, on a plus de chances de se faire bouffer par un lion en Afrique que par un écureuil en Europe. Donc c'est juste une certaine façon d'interpréter en fait l'évolutionnisme pour essayer d'appuyer une certaine vision des choses. C'est pareil. Une autre différence de genre que je trouve intéressante, c'est sur les choix de couleurs. J'ai trouvé il y a quelques années un article qui expliquait qui tendait à montrer qu'il y avait une vraie différence biologique parce qu'ils ont fait la même étude en Angleterre et en Chine et qu'ils ont trouvé le même résultat, sur une préférence en fait des femmes pour les couleurs rouge-rose et des hommes pour les couleurs bleues. Et puis l'histoire, c'est ce que Stephen Gould appelle un Just So Story, comme les nouvelles de Rudyard Kipling. En gros, l'histoire, c'est de dire, comme les hommes partaient à la chasse sous un grand ciel bleu et que les femmes restaient à côté de la caverne à cueillir des baies, c'est pour ça que l'évolution a fait que les hommes préfèrent le bleu et les femmes préfèrent les couleurs rouges. La plupart des baies rouges dans la nature, il vaut mieux éviter de les manger, en fait. Si on réfléchit 2 secondes de plus que les auteurs, la plupart des machins rouges dans la nature, je vous déconseille de les manger. À part les fraises et les framboises, et dans l'Est, enfin au rift est africain, il ne devait pas y en avoir beaucoup. C'est pas quelque chose en fait qu'il faut essayer de manger. Le rouge est un signal naturel pour attention, ne me bouffe pas. Donc voilà, vous voyez ce genre de logique en fait qui vient essayer avec une historiette, on va dire ça comme ça, une historiette évolutive de justifier des différences biologiques entre les groupes d'humains. J'y adhère pas vraiment. Mais il suffit de réfléchir 2 secondes de plus, en fait. C'est juste ça, moi, qui me questionne. Oui, ça marche, oui, ça doit marcher. J'avais une question concernant justement quelque chose d'intermédiaire peut-être entre la sociologie et la psychologie. Quelque part, l'humain n'est pas, l'individu n'est jamais seul. En fait, travailler sur la psychologie de Robinson Crusoe, c'est une chose. Quand il n'est pas en interaction avec qui que ce soit, bon, c'est un peu particulier. Donc la question, c'est quelque part, si on réfléchit de l'extérieur, et par exemple qu'on veut faire des binômes, des trinômes, et au-delà, est-ce qu'il y aurait éventuellement, où justement on peut mélanger les sexes, les âges, les
les différents groupes sociaux, etc. Est-ce qu'il y aurait une optimisation possible est-ce qu'il y aurait une psychologie, par exemple, alors j'en sais fiche trop rien, des binômes qui seraient différents des individus que vous nous avez évoqués. Alors vous parliez de l'estime de soi, donc c'est peut-être une représentation, c'est peut-être quelque chose d'un peu extérieur, mais aussi c'est intérieur. Mais quelque part, est-ce que typiquement on a intérêt en tant qu'enseignant à faire des binômes filles-garçons, ou des binômes garçons-garçons, ou des trinômes garçons-filles et machin? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une psychologie, par exemple, de quelque chose un peu plus étendu? Alors, pour ce cas particulier, donc toujours dans le cadre des travaux sur la menace du stéréotype, vous avez une chercheuse qui s'appelle Denise Sekako-Aptewa. Ne me demandez pas de l'écrire. S-E-K-A, je crois, il y a un Q, un W quelque part. Denise Sekako-Aptewa, elle a travaillé sur quelque chose qu'elle appelle le statut solo, dans justement les tâches, etc. Et elle, sa manipulation de la menace du stéréotype, c'est de demander aux participants de faire la tâche en trinôme, soit 2 femmes, 1 homme, soit 2 hommes, 1 femme. Et en fait, elle montre que quand la personne elle est solo, donc la femme est toute seule, elle réussit moins bien la tâche que quand elles sont 2. Voilà, donc si pour donner une réponse comme celle-là, effectivement, en gros, tout est une question de à qui on se compare. La psychologie sociale a mis en évidence depuis les années 50 un phénomène automatique qui s'appelle la comparaison sociale. On va avoir tendance, c'est ce que vous disiez, en fait, on ne vit jamais tout seul, on va avoir tendance à se comparer automatiquement aux gens qui sont autour de nous, pour savoir comment il faut agir. Vous arrivez dans un endroit, vous entendez tout le monde qui chuchote, vous n'allez pas vous mettre à hurler, vous allez chuchoter. Parce que, par comparaison sociale, vous regardez ce que font les autres et vous adaptez votre comportement par rapport à ça. Il y a des travaux notamment d'une équipe allemande menée par Thomas Musweiler qui montrent que cette comparaison sociale, elle est automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont envoyé sur un écran d'ordinateur une image pendant 24 millisecondes, juste un temps de rafraîchissement de l'écran, d'une personne, dans une étude un peu qui date de 2004. Donc une personne qui est soit très sportive, soit modérément sportive, soit peu sportive, soit extrêmement peu sportive. Et ils ont demandé après ça aux participants d'évaluer leur capacité sportive. Et ben, quand je suis confronté, sans le voir, à une personne extrêmement sportive, en l'occurrence c'était Michael Jordan, je vais sous-estimer mes capacités sportives. Quand je suis exposé à une personne qui est modérément sportive, c'était Niki Lauda, donc un chauffeur, un pilote de F1 allemand des années 90, quand ils sont confrontés à Niki Lauda sans le percevoir, ça on a vérifié qu'ils n'avaient pas perçu l'image. Les gens vont avoir tendance finalement à se considérer un peu plus sportifs. Quand ils sont confrontés à quelqu'un de modérément peu sportif, l'exemple c'était Bill Clinton, donc les participants ils ne voient pas, mais le temps d'un flash, ils sont exposés à la photo de Bill Clinton, ils vont se considérer comme moins sportifs. Et quand ils sont confrontés à un exemplaire vraiment pas sportif, le pape Jean-Paul II, eh ben, ils vont avoir tendance à surestimer finalement leurs compétences sportives. Donc sans percevoir la personne à qui on a été exposé, ça vient affecter notre propre jugement. Donc l'hypothèse, c'est par comparaison sociale. Donc quand on fait une tâche avec quelqu'un, oui, les participants aussi étaient que des hommes dans ce cas-là. Mais donc quand on fait une tâche avec quelqu'un, eh bien on va se comparer implicitement, inconsciemment en fait à cette personne-là, et notre comportement va être affecté par cette comparaison. Mais c'est essentiel pour la vie en société en fait, cette comparaison sociale. Pour savoir comment agir dans une situation donnée, pour connaître ma place dans un environnement social, je le fais en fait par comparaison sociale. Donc par rapport à votre question sur les binômes, les trinômes, etc., binôme, je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux avoir homme-femme? Je pense que ça aurait des effets, ça pourrait avoir des effets négatifs. Trinôme, les travaux de Denise Sekako-Aptewa montrent que quand la femme elle est toute seule, ses performances sont pénalisées par rapport à quand elle est à deux quand il y a 2 femmes dans le trinôme. Voilà. Après, encore une fois, ce sont des expériences de laboratoire, donc des expériences qui n'ont pas d'enjeu en fait derrière sur les cours, sur le développement des compétences, etc. Donc il faut faire attention aussi à cet aspect-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, les filles, quand vous faites passer le bac, les filles réussissent mieux en fait, que les garçons, même en mathématiques, parce qu'elles ne sont pas focalisées sur leur appartenance, elles sont focalisées sur leur performance et sur ce qu'il faut faire. Là où il y a effectivement quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la façon dont le contexte lui-même va focaliser sur l'appartenance.
Voilà. Demander aux gens de rappeler leur appartenance groupale avant de faire une tâche d'intelligence, ça vient affecter leur performance à la tâche. Peut-être on va prendre une dernière question. C'est pour la captation. Ah, pardon, excusez-moi la captation. Vous avez parlé donc de... Vous êtes passé du sexe au genre, mais quand vous parlez du genre, vous ne parlez que de cisgenre. Est-ce Oui. qu'il commence à y avoir des études avec transgenre? Est-ce que pas que je sache. J'ai pas regardé en fait par rapport à ça. C'est pareil, il y a d'autres tendances aussi actuelles, plutôt sur l'intersectionnalité. Là, il commence à y avoir pas mal de choses, mais sur transgenre, je ne sais pas. À part l'étude dont je vous parlais tout à l'heure sur l'orientation sexuelle, et c'est pas la même chose. Je connais pas d'études en fait qui visent principalement en fait les personnes transgenres. Merci à tous d'être venus, tous et toutes. Voilà. Merci surtout à Fabrice Gabarreau d'avoir fait cette conférence et bon appétit, bonne fin de journée. Merci.